Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On revient pour un live. Vous êtes donc dans le JT, le journal des sorcières qui a lieu chaque dimanche entre 13h et 14h. C'est tout nouveau sur Antasia. Donc là, écoutez, pour ce dimanche, c'est très spécifique, très particulier parce que bien évidemment, je vais avoir Pascal Le Breton avec moi. Coucou Pascal. Coucou, bonjour. Ça va bien ? Ça va? Oui, ça fait super plaisir de t'entendre. Surtout que, tu sais, tout à l'heure, dans quelques minutes, après l'actualité autour de l'univers et The Witch, on va ouvrir les portes autour d'un sujet assez passionnant que tu as mené depuis plusieurs mois, je suppose, parce que le retour du plan est juste énorme. Tu veux un tout petit peu nous parler un petit peu de ce résumé ? Oui, donc on va surtout faire la différence entre le néolithique et les Celtes, puisqu'on fait souvent beaucoup de confusion. Oui. Je parlerai ensuite de tout ce qui concerne un peu les mythes et légendes liés aux mégalithes, surtout en Centre-Bretagne. Et puis on terminera par deux exemples assez importants dans le Centre-Bretagne, de mégalithes. Waouh, ça promet du bouillon pour l'émission, moi je vous le dis. En plus, on retrouvera également Pascal. Donc là, c'est exceptionnel, c'est le 3e dimanche. Mais il sera aux côtés d'Eric Cooper chaque premier dimanche du mois pour parler justement de l'actualité autour de la Bretagne. Et en plus, en ce moment, il y a plein d'actualités. Donc c'est parti, mes très chers enchanteurs. Jingle et on se retrouve juste après. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Toute l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Antasia. En direct sur Antasia. Et oui, première actualité, mes très chers enchanteurs, et pas des moindres, et ça c'est grâce à Ophélie. Et oui, Ophélie nous a annoncé dans le chat ce matin qu'il y avait effectivement 2 énormes choses qui arrivaient là en Bretagne, donc notamment ce week-end. Eh bien, il y a un magnifique week-end autour du festival de fantasy, cidre et dragon qui se tient actuellement à Merville, Franceville. Donc ce week-end, oui, grand rendez-vous sur une idée du raid de Tolkien, le festival donc cidre et dragon autour de l'univers de l'élément eau et des peuples et créatures aquatiques. Donc si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, mes très chers enchanteurs, direction la commune de Merville, Franceville. Et donc je vous transmets sur le chat, donc venez nous rejoindre sur le chat parce que je transmets tous les liens pour le live, pour pouvoir que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi on parle et pourquoi pas regarder aussi les liens intéressants. Donc merci à Ophélie pour cette super actu. Une autre deuxième actu, et on est toujours avec Tolkien, le week-end prochain, et oui, dans les Côtes d'Armor, 28 et 29 septembre, l'association sur les terres de l'Unique a choisi la commune de Plétain-les-Grèves dans les Côtes d'Armor pour la magnifique convention de Tolkien qui avait lieu en fait jusque-là à Ploua et qui est donc bien évidemment maintenant se retrouve sur la commune de Plétain-les-Grèves. Donc si vous aimez l'univers de Tolkien, que vous êtes du côté de la Bretagne et notamment les Côtes d'Armor, n'hésitez pas à y faire un tour. Cette convention est juste magnifique. Elle a suscité lors de la 5e édition, donc l'an dernier, entre 6000 et 7000 participants. Vous vous rendez compte, c'est juste extraordinaire. Donc si vous êtes fan de Bilbo le Hobbit, du Seigneur des Anneaux et de l'univers de Tolkien au sens très large, n'hésitez pas à vous rendre bien évidemment dans cette commune et pourquoi pas la semaine prochaine aller découvrir cette merveilleuse convention. Et plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Ensuite, vous savez que ce week-end, c'est quand même le week-end du patrimoine. Donc, si vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end, l'État a mis en place ce qu'on appelle un plan interactif, vraiment très, très intéressant, où on retranscrit là, l'intégralité de tous les lieux de France que vous pouvez visiter. Alors, je ne sais pas si tu as pu remarquer... Pascal, mais ce plan-là, je viens de diffuser sur le chat, vous cliquez dessus et vous pouvez aller dans n'importe quel endroit de France, vous zoomez dessus, vous pouvez même savoir si effectivement il y a une réservation qui est obligatoire, quel type de visite vous allez pouvoir faire, guider ou commenter ou pas. Enfin, il y a vraiment plein de lieux en France qui proposent des visites actuellement pendant tout le week-end. Donc vraiment, allez faire un petit tour sur ce lien, livemap.getwavemap.com.
Dans tous les cas, c'est un site que vous pouvez retrouver sur Journée européenne du patrimoine .culture.gouv.fr. Donc voilà, vous cliquez sur le lien et vous avez un accès interactif sur tout ce qui se passe en fait là-bas, donc c'est juste magnifique. Et là, moi, je vois plein de petits points, je suis aux petits oignons, là, je suis super contente, c'est trop merveilleux. Tu en penses quoi, mon très cher Pascal? Oui, c'est génial hein, ce qu'ils ont fait. Oui, c'est génial. Il y a plein de petits sites. Je parle pour la Bretagne, hein, donc beaucoup de châteaux, beaucoup de manoirs. C'est énorme. Qui sont ouverts maintenant au public, donc c'est bien. Ouais. Il y a même, tu vois, je sais pas si tu es allé voir la carte, tout du bout, hein, vers la pointe de la Bretagne, sur une petite île magique. Hein. Sur plusieurs petites îles magiques même. Oui. Hein, l'île Molène, Lampol, voilà, il y a plein de lieux où en fait, même sur les petites îles, vous pouvez aussi visiter. Il y a même Camp Pénasse sur mer aussi, je vois. Mais il y a vraiment plein de choses en Bretagne, mais partout en France. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce lien, mes très chers enchanteurs, hein, qui est sur le chat. Donc venez sur le chat pour aller découvrir tout ça. Et pour finir, l'actualité witchy, ésotérique et witchy, hier nous faisions bien évidemment une émission autour des brumes d'Avalon. Et donc je vous avais dit qu'on allait ouvrir les portes quand même hein, autour d'une formation. Je ne sais pas si tu connais Glastonbury, Pascal. De nom, mais j'y suis jamais allé, non. De nom, je connais, oui. Bah écoute, c'est là-bas qu'a lieu la grande formation pour devenir prêtre ou grande prêtresse d'Avalon. C'est une école hein, d'initiation hyper reconnue dans le monde des Witch, hein, notamment anglophone. Et les créatrices en fait de ce lieu proposent des formations régulièrement. Et en fait, ces formations se passent en plusieurs années. Donc chaque année est retranscrite par ce qu'on appelle la spirale. Donc la première année, c'est la première spirale. La deuxième année, la deuxième spirale. Et la troisième année, la troisième spirale. Donc si vous êtes intéressé autour de la magie d'Avalon, notamment, que vous parlez bien anglais, que vous avez envie effectivement de vous déplacer en Angleterre pour pouvoir parfaire votre formation, qui est à moitié en ligne et à moitié sur place. Donc vous serez donc dans l'obligation quand même de vous déplacer pendant quelques fois, pendant tout au long de ces sessions hein, de formation, mais aussi vous pouvez le faire en ligne. Donc c'est ça qui est magnifique. Donc le début hein, de cette formation commence entre le 1er et le 2 novembre donc de 2025. Vos formatrices hein, seront les prêtresses bien sûr hein, de Glastonbury, donc qui sont Catherine Crowes et Patricia Sutherland. Donc je vais vous donner le lien, bien évidemment, mes très chers enchanteurs, de la formation en question. Donc si jamais vous êtes intéressés, il ne faut pas hésiter à aller faire un petit tour. Bien sûr, il faut connaître un petit peu l'anglais. Hein. Je pense que si on ne connaît pas l'anglais, c'est un petit peu compliqué. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par l'ambiance et l'univers, hein, bien sûr, d'Avalon et des prêtresses d'Avalon, et bien évidemment, avec Alexandra Gallo, chaque premier dimanche du mois, dans le Réveil des Enchanteurs, aux alentours de 11h30, Alexandra ouvre les portes autour de l'initiation d'Avalon, avec notamment l'initiation aux 9 Morgens. Donc c'est aussi une initiation que vous découvrez via, bien évidemment, la formation pour devenir grand prêtre ou grande prêtresse d'Avalon à Glastonbury. Donc vous verrez hein, sur le lien que je vous ai donné, il y a pas mal d'informations sur comment se passe bien évidemment l'initiation, comment tout va être orienté. Vous avez une vidéo hein, d'introduction qui explique que la formation se passe donc en 3 ans avec 3 spirales d'intégration à mettre en avant. Et c'est ce que je disais hier à Alexandra, je trouve qu'il y a énormément de reliance avec la faérie également. Donc si vous êtes intéressé par la faérie, eh bien ce serait intéressant, je pense à mon sens, de vous intéresser également à Avalon. Donc voilà pour les petites actus haute en couleur autour de l'univers EzoWitch. Maintenant, écoute, mon très cher Pascal, on passe à la suite. Et là, il est 13h10, eh bien on ouvre les portes autour de l'ambiance et de l'univers bretonne. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc, on va commencer par, en fait, à montrer un peu la différence entre le néolithique et les Celtes en Centre-Bretagne, parce que le lien entre le néolithique et les Celtes est un sujet assez complexe, car ces deux périodes et cultures sont séparées par plusieurs millénaires et ne se recoupent pas directement.
Et d'ailleurs, la bande dessinée Astérix et Obélix a trompé un peu les lecteurs sur cette période donc historique, puisque les Celtes n'avaient pas cette culture. Alors, même s'ils ont utilisé quelques mégalithes pour faire ce qu'on appelle des némétons, hein, donc c'est un peu des temples celtes, ce n'était pas effectivement leur culture principale. Donc en fait, je vais surtout me concentrer sur le centre-Bretagne, qui est une partie de la Bretagne moins connue, moins touristique que la côte bretonne et ses mégalithes, hein, mais cela permet aussi aux personnes de sortir un peu des sentiers battus et découvrir un autre monde mégalithique. Alors, d'abord, la distinction entre distinction chronologique et culturelle. Hein. On sait que le néolithique, c'est 6000 et 2500 avant Jésus-Christ. Et cette période est marquée par l'apparition de l'agriculture, de l'élevage, de la sédentarisation et du mégalithisme, hein, c'est-à-dire les menhirs et les domaines en Bretagne. Et les populations néolithiques ne parlaient pas de langue indo-européenne et n'étaient pas des Celtes, et leur culture est dite d'ailleurs pré-celtique. Hein, donc pendant cette période, on sait, c'est même avant la construction des pyramides. Ah, par contre, les Celtes, c'est à partir de 1200 avant Jésus-Christ, avec l'apogée au premier millénaire avant Jésus-Christ aussi. Et les Celtes sont des peuples indo-européens, c'est aussi à l'âge de fer. Hein, ils arrivent en Europe, y compris en Bretagne, bien après la fin du néolithique. Voilà. Alors, en résumé, les Celtes ne sont pas des descendants directs des populations néolithiques, mais ils se sont installés dans les régions marquées par les héritages néolithiques, comme la Bretagne. Puis les chrétiens, d'ailleurs, ont utilisé ensuite les mégalithes en les christianisant. Des menhirs ont été christianisés, par exemple, gravés de croix. Et les populations locales ont conservé des légendes liées à ces mégalithes, malgré la christianisation, mais on verra ça plus tard dans l'exposé. Alors, il y a une tradition mégalithe de la Bretagne. Alors, on va commencer par définir un peu ce que veut dire d'ailleurs mégalithe. Hein. Ça vient du grec méga, donc grand, et de lithos, pierre. Il s'agit d'une ou plusieurs pierres brutes de très grande dimension. Les menhirs et les dolmens sont donc des mégalithes. Et la tradition de construction de ces monuments n'est pas unique à la Bretagne, mais cette région présente une densité, une variété particulièrement remarquable de ces structures. Et cela suggère une tradition mégalithe bien ancrée et sophistiquée. Alors, on a les menhirs bretons de taille et de forme variées qui montrent une évolution dans les techniques de construction et un raffinement esthétique au fil du temps. Cela rappelle les croix celtiques érigées un peu partout dans cette région. Et il y a des sites propices pour les menhirs en Bretagne. Les mégalithes en Bretagne sont le résultat d'une combinaison de facteurs naturels, culturels et historiques. Et ils ne sont pas seulement des structures en pierre, ils sont les gardiens silencieux d'un passé riche et complexe. Hein. Ce sont les symboles de la profondeur et de la continuité de la culture humaine. Alors, l'héritage matériel et le mégalithisme. Hein. Alors, d'abord, menhir, ça veut dire quoi? C'est des pierres dressées verticalement qui représentent environ 40% des structures mégalithiques. Hein. Le terme menhir est hérité du breton maen, qui veut dire pierre, et ir, qui veut dire long, et donc ça signifie longue pierre. Les menhirs, ce sont des grandes pierres dressées de la préhistoire et qui ont des fonctions variées, souvent mystérieuses. Bien que leur véritable but ne soit pas entièrement clair, voici, on peut citer quelques théories, hein, quelques éléments. Ce sont des marqueurs et des symboles. Ils pouvaient servir de repères territoriaux ou de marqueurs pour les lieux importants. Ils auraient aussi pu commémorer des événements ou des personnes significatives. Ils ont aussi une importance religieuse et spirituelle. Hein. Il est probable qu'ils avaient un rôle spirituel ou religieux, utilisé dans les rituels ou comme symbole de croyance. Ils pourraient aussi avoir servi à suivre les cycles astronomiques, hein, comme les solstices. Alors, il y a aussi l'aspect social. Vous avez la construction des monuments qui nécessitent une organisation communautaire, indiquant une société structurée et coopérative, puisqu'effectivement, il fallait ériger tous ces monuments, toutes ces pierres droites. Et bien que leur fonction exacte reste un mystère, ils sont des témoins de l'ingéniosité et des croyances des cultures anciennes, combinant des aspects territoriaux, spirituels et sociaux. On pense d'ailleurs qu'un menhir isolé servait de point de repère aux hommes pour indiquer la présence d'un point d'eau, d'un chemin ou d'une sépulture, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas le GPS, donc effectivement, les pierres pouvaient servir de point de repère pour les habitants ou les gens qui devaient suivre un parcours. Et il y a aussi tout un tas de folklore autour de la faillerie qui entoure les pierres, c'est fou. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi le mot dolmen. Alors, le mot dolmen est probablement aussi d'origine bretonne et il a été adopté dans plusieurs langues européennes. Il est devenu d'ailleurs un terme générique utilisé en archéologie préhistorique pour désigner
les types d'architecture très variés. Alors, le premier qui en a parlé, c'est Théophile Malot de la Tour d'Auvergne, hein, qui a été le premier à utiliser le mot dolmen pour désigner un monument dans la région du centre-Bretagne. Et le terme dolmen est repris sous la forme de dolmen, avec un E, par Pierre Jean-Baptiste Legrand d'Aussy le 25 février 1799, quand il fait à l'Institut national des arts et des sciences une lecture de son ouvrage, hein, des sépultures nationales, qui a été publié après en 1824. Et c'est en 1805 que Jacques Cambry utilise pour la première fois le mot dolmen. Donc du coup, le mot dolmen est donc resté, hein, ensuite pour désigner ce mégalithe. Alors, ensuite, après, vous avez la période celte. Donc, les mégalithes vont être réutilisés par les Celtes, hein, qui s'installent en Bretagne et qui vont ensuite réinterpréter les monuments mégalithes du néolithique. Par exemple, vous avez ensuite des menhirs qui vont être christianisés, hein, ou intégrés dans des récits mythologiques celtes. Certains tumulus au dolmen ont été réutilisés comme lieu de culte ou de sépulture à l'âge de fer. Cependant, il n'y a pas de continuité culturelle directe, hein. Les Celtes ont attribué des significations nouvelles à ces structures, souvent perçues comme des œuvres d'ancêtres mythiques ou de géants. Et dans le paysage culturel, eh bien, les aliments de menhir, comme celui de Carnac, hein, étaient déjà présents lorsque les Celtes sont arrivés. Donc, ces monuments ont pu aussi influencer leur vision du paysage sacré. Alors, les dolmens aussi ont une pratique quand même religieuse, hein. Les tombeaux et monuments funéraires étaient utilisés en effet pour justement dans ces rites funéraires. Ils servaient de sépulture collective, souvent recouverts d'un tumulus, hein. Les rites associés étaient donc liés au culte des morts, à la vénération des ancêtres et à la croyance en une vie après la mort. Et beaucoup de menhirs sont associés à des dolmens ou des tumulus, hein. Alors les tumulus, c'est les monticules de terre recouvrant les sépultures collectives. Et les menhirs pouvaient marquer l'emplacement de sépultures importantes ou servir de stèles commémoratives pour les ancêtres qui étaient probablement vénérés. Alors, il y avait aussi, pour ces peuples du néolithique, une communication avec l'au-delà. On pense que ces pierres pouvaient servir de portail ou de point de connexion entre le monde des vivants et celui des esprits ou des défunts. Et des rituels pour honorer les ancêtres ou demander leur protection pouvaient y être menés. Donc il y a un fort culte des morts, hein, les domaines utilisés sur plusieurs générations, parfois rouverts pour jeter des corps. Les rites funéraires étaient aussi complexes, puisque il y avait des offrandes, des poteries, des parures, des outils déposés dans les tombes. Et il y a aussi la présence de symboles gravés, notamment les spirales, les haches, les cupules, hein, sur certaines dalles. Alors, il y a aussi l'aspect cosmologie. Certaines structures sont orientées vers les levées ou couchers du soleil, surtout au solstice. Les rituels étaient souvent pratiqués lors des pleines lunes. Ça, c'est pour toi, Lina, ça. Considérés comme des monuments de puissance féminine. Oui. Et on croyait que la lune renforçait l'énergie des pierres et que les vœux formulés à ce moment avaient plus de chances d'être exaucés. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que les pierres que l'on trouve dans la nature sont beaucoup plus puissantes en énergie. En réalité, je trouve. Voilà. Mais ça c'est mon avis personnel. Tout à fait. Donc, et en même temps, il servait aussi de repère astronomique. Oui. Et en même temps de rituel agricole, parce que l'agriculture était quand même c'était un élément important pour le néolithique. Ce sont aussi des lieux de rassemblement et de jugement, puisque ce sont aussi des assemblées de décisions communautaires, hein. Les menhirs étaient surtout en groupe ou en formant des cercles, hein, ce qu'on appelle les cromlechs, hein. Si, voilà, un autre mot. Ont pu servir de lieu de rassemblement pour les communautés, pour prendre des décisions importantes, régler des conflits ou sceller des alliances, hein. C'était le néolithique, hein, une base communautaire importante. Et des rituels initiatiques, hein. Il n'est possible que des rites de passage, bon, par exemple la puberté, les mariages, changement de statut, aient lieu près de ces pierres. Et on s'aperçoit qu'à côté de ces menhirs, il y a aussi des puits, des sources, hein, qui combinent la puissance de la pierre et celle de l'eau. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture culturelle? Alors, il y a une rupture puisque les populations néolithiques et celtiques diffèrent par leur langue, leur technologie, hein. Les Celtes, c'est plutôt la métallurgie,
et le néolithique, c'est la pierre polie. Et dans l'organisation sociale aussi. Donc les Celtes sont associés à une société guerrière, hiérarchisée, avec des pratiques comme le travail du fer et des rituels druidiques, pratiques qui sont absentes au néolithique. Alors, il peut y avoir, il y a des hypothèses au niveau de l'influence. Certains chercheurs suggèrent une possible continuité dans les pratiques spirituelles ou les croyances liées à la nature. Les Celtes ont repris le culte des sources, des arbres, mais cela reste quand même, je veux dire, spéculatif. On n'a pas beaucoup d'éléments pour étayer cet aspect-là. Mais les mégalithiques pourraient avoir aussi inspiré les sanctuaires celtiques, comme les Némétons, j'en ai parlé tout à l'heure, qui étaient des lieux sacrés en plein air pour les Celtes. Et d'ailleurs, des domaines ont été réutilisés comme lieu de sépulture par des Celtes. Alors, pas forcément en Bretagne, mais je crois que c'était en Écosse. Je crois que j'ai vu que certains domaines avaient été réutilisés comme lieu de sépulture. Autre élément aussi important, c'est la proximité des océans et le commerce maritime en Bretagne, puisque la position géographique de la Bretagne, en bordure de l'Atlantique, a facilité les échanges culturels et commerciaux avec d'autres régions mégalithiques, et notamment avec les îles britanniques et la péninsule ibérique. Et ces échanges ont pu contribuer à l'évolution des pratiques de construction de menhirs, à la diffusion des croyances et de techniques associées. Alors donc, on peut conclure que la Bretagne est un territoire où l'héritage religieux celte est particulièrement visible, dans les croyances populaires, les légendes, le folklore et même certaines pratiques religieuses actuelles, et sont loin d'avoir effacé un peu ce côté celte qui a infusé d'ailleurs le christianisme local, qui crée une spiritualité bretonne unique et qui est riche de cette superposition de couches culturelles et religieuses. Alors, on peut parler aussi donc entre les liens entre les Celtes et puis le néolithique, il y a une certaine génétique et l'émigration. On s'aperçoit qu'il y a des études génétiques qui montrent que les populations néolithiques d'Europe occidentale, dont la Bretagne, ont été partiellement remplacées ou mélangées avec des populations indo-européennes. Par exemple, l'immigration des steppes pontiques, la culture Yama par exemple, et à la fin du néolithique et au début de l'âge de bronze. Alors les Celtes sont arrivés plus tard, ils sont issus de ces mélanges, mais ils ne descendent pas directement des bâtisseurs des mégalithes. Donc d'ailleurs, on n'a pas remarqué d'affrontements, d'éléments qui montreraient des affrontements entre le néolithique et les Celtes. Il n'y a pas eu d'aspects de villages, etc., brûlés par exemple, ou des choses comme ça, ou de batailles. Donc je pense que, les chercheurs pensent qu'effectivement il y a eu un passage plutôt pacifique entre les Celtes et puis le néolithique. D'ailleurs, en Bretagne, les populations celtiques se sont superposées aux descendants des groupes néolithiques. On s'est aperçu un peu de ce point-là. Alors, le centre-Bretagne, c'est quand même un cas particulier, puisque dans le centre-Bretagne, les sites mégalithiques n'ont pas de lien direct avec les Celtes, mais ces derniers, on a pu les intégrer dans le paysage culturel. Par exemple, on a des dépôts d'objets de l'âge de fer, des armes, des bijoux, qui ont été trouvés près de certains mégalithes, donc suggérant vraiment une réutilisation symbolique. Et les Celtes bretons, c'est-à-dire ceux de l'âge de fer, ont développé notamment ce qu'on appelle les oppidas, c'est-à-dire des petits villages et des pratiques funéraires différentes, qui vont contraster avec les sépultures collectives du néolithique. Alors, on peut conclure, on peut dire qu'il n'existe pas de lien entre le néolithique et les Celtes, mais les Celtes ont hérité quand même d'un paysage marqué par les monuments mégalithiques du néolithique, et qu'ils ont parfois réinterprétés ou réutilisés. Et en centre-Bretagne, les mégalithes sont un héritage pré-celtique, et les Celtes arrivant bien plus tard ont construit leur propre culture sur ce socle. Et donc on peut effectivement on peut continuer donc dans ces recherches-là. Alors, deuxième partie, c'est les mythes et légendes liés aux mégalithes en centre-Bretagne. Waouh, ça j'adore. Voilà. Aussi. Ouais, j'adore aussi la première partie, attention. Voilà. Donc c'est pour poser un peu comment je vais dire, cet aspect des mégalithes d'abord en Bretagne. Oui. Et voilà. Pour info, on a déjà des messages des enchanteurs, notamment Mimi. Alors, elle dit « J'adore les Celtes et je bois littéralement les paroles de l'intervenant ». Donc l'intervenant, mes très chers enchanteurs, c'est Pascal le Breton. Souvenez-vous, oui. On avait fait une émission totalement, tu te souviens, sur ton enfance, ta vie en Bretagne. Et oui. Et tu as écrit un livre aussi. Oui. Et oui. Oui, je suis sur la troisième partie de mon livre. C'est énorme. Il a écrit un roman de ouf, les amis, je vous jure. Enfin bref, on en parlera à un autre moment, mais là, on continue sur la Bretagne. Pas de souci. Alors, donc, on va
maintenant parler des légendes d'origine surnaturelle. On dit souvent que les mégalithes, ce sont les œuvres de géants ou de fées. Il y a de nombreuses légendes qui attribuent la construction des mégalithes à des êtres surnaturels. Les menhirs, par exemple, seraient des pierres lancées par des géants ou érigées par des fées. Dans le centre-Bretagne, alors à Monteneuf, on en parlera plus loin, certains récits locaux parlent de pierres magiques déplacées par des forces surnaturelles, et ces menhirs-là sont parfois liés à des récits de fées ou de corrigans. C'est des petits êtres malicieux de la mythologie bretonne, qui danseraient autour des pierres la nuit de pleine lune. J'adore. Merci. Alors, ce sont aussi des pierres vivantes, une croyance répandue et de plus en plus vivace d'ailleurs aujourd'hui, et que les menhirs sont vivants et se déplacent à certaines occasions comme à minuit ou lors de la Saint-Jean. Donc, par exemple, à Saint-Just, qui est dans l'Ille-et-Vilaine, les aliments de menhir sont associés à des légendes de pierres qui marchent ou des lieux hantés par les esprits. Et il y a une tradition locale qui raconte que ces pierres étaient des soldats pétrifiés par un miracle divin. On raconte d'ailleurs que certains menhirs dansent ou se rendent à la rivière pour boire à des dates précises. Et il y a d'ailleurs 2 menhirs qui sont appelés les roches piquées, seraient des jeunes filles pétrifiées pour avoir dansé un dimanche au lieu d'aller aux vêpres. Donc là, on voit beaucoup d'aspects liés à ces menhirs. Alors, elles sont liées aussi à des légendes celtiques et mythologiques. Donc, par exemple, des liens avec les druides, à l'époque celtique, notamment l'âge du fer. Les menhirs et dolmens, bien que datant du néolithique, étaient parfois perçus comme des lieux sacrés. Par exemple, les récits évoquent des sacrifices ou des cérémonies magiques près des aliments de menhirs. Les druides auraient même utilisé certains dolmens comme autels pour invoquer la fertilité en lien avec des divinités de la terre et de la fécondité. Et d'ailleurs, il y a des gravures en forme de spirale, de vagues ou de vulves stylisées sur les pierres renforçaient ce symbolisme-là. Il y a aussi les animaux et les trésors cachés. Certaines histoires parlent de trésors gardés par des serpents ou des créatures fantastiques sous les dolmens. Alors, par exemple, proche du centre-Bretagne, il y a une légende qui mentionne un trésor enfoui dans une allée couverte, protégé par un esprit ou une malédiction. Alors, donc, vous voyez cet aspect celtique qui a été repris. Et ensuite, effectivement, la christianisation va aussi se réapproprier un peu le côté... la christianisation va effectivement réinterpréter tout ceci dans un cadre religieux. Alors, vous avez des menhirs qui sont christianisés avec la christianisation de la Bretagne. De nombreux menhirs ont été christianisés pour couper court aux pratiques païennes. On a gravé des croix ou des croix ont été érigées à leur sommet. Parfois même des chapelles ont été construites juste à côté ou même parfois au-dessus sur un tumulus. Et une légende courante raconte que ces pierres étaient des païens pétrifiés par des saints comme Saint Gildas ou Saint Méen dans le centre-Bretagne pour punir justement leur idolâtrie. Et d'autres d'ailleurs dolmens ont été rebaptisés roches au diable pour détourner les fidèles des anciens cultes païens. Alors, vous avez aussi les dolmens qui ont été utilisés comme hôtels. Les dolmens étaient parfois vus comme des hôtels païens transformés en lieux chrétiens. Vous avez par exemple des dolmens qui ont été associés à des récits de miracles chrétiens. Et alors, ils ont même été aussi réutilisés par les prêtres réfractaires pendant la Révolution, ceux qui n'acceptaient pas, si vous voulez, la Révolution, pour faire des messes clandestines. Voilà. Alors, il y a aussi, qui est assez très répandu, c'est les légendes de fertilité ou de guérison. C'est surtout assez répandu, notamment les rituels de fécondité. Les mégalithes, et en particulier les menhirs, étaient souvent liés à des rites de fertilité. Justement, la forme verticale des menhirs, souvent dressée, a pu être associée à un symbole phallique représentant la virilité, la fécondité masculine ou la fertilité de la terre. Et dans certaines légendes, les femmes stériles glissaient sur des pierres inclinées, souvent à l'aube ou lors de pleine lune. Voilà. Alors, je peux vous citer un exemple de rituel de fertilité. Voilà. Donc, alors ça, j'ai tiré d'un petit livre qui s'appelle les 10 rituels avec les menhirs. Vous avez des rituels d'argent, de vengeance, un sortilège de carrière ou pour trouver l'amour, ou un rituel de fertilité pour devenir clairvoyant. Donc il y a des petits rituels liés aux menhirs. Donc je vais vous en citer un. Je vais vous donner un petit rituel de la fertilité. Voilà.
Donc avant de débuter le rituel, préparez-vous mentalement et spirituellement. Cela implique une purification. Prenez un bain ou une douche et utilisez des feuilles de menthe, du céleri blanc, branche, ou du persil ou du gros sel marin. Frottez-vous avec, séchez-vous et habillez-vous si possible avec du blanc avant de vous rendre près du menhir. Alors garez-vous assez loin du menhir de telle sorte que vous faites une petite procession en marchant. Vous pouvez choisir de réciter des prières, des chants ou des incantations pendant la procession. Au pied du menhir, faites une offrande en versant une goutte de votre sang et une poignée de sel marin. Profitez de l'énergie du menhir pour méditer 5 minutes. Ressentez la présence et la puissance de la structure et laissez-vous imprégner de son énergie millénaire. Déclinez votre identité face au menhir et dites à voix haute tous vos souhaits. Prenez quelques instants pour vous centrer et vous détendre en respirant profondément. Et ensuite, dites à voix haute l'incantation suivante. Honorons les vérités et les connaissances qui sont dans le ciel et sur la terre. Et ensuite, énumérez toutes vos qualités qui feront de vous un bon père ou une bonne mère. Voilà un exemple d'un rituel lié au menhir. Magnifique. Tu nous gâtes, hein, Pascal, hein. Vraiment. Donc alors je ne sais pas comment ça se passe, si on peut aussi transmettre ce petit livre avec les rituels, tu me diras, Alina. Oui, bah justement, j'avais posé la question, est-ce que tu m'autorises à mettre ton plan magnifique, 11 pages les amis, 11 pages autour du sujet, est-ce que tu m'autorises à le mettre sur le OneDrive pour les enchanteurs qui prennent un petit abonnement Tipeee? Oui. Oui, alors je te donnerai un autre rectifié, parce que c'est vrai que j'ai ajouté des choses. D'accord. Et c'est possible, et même si les gens sont intéressés par les rituels liés au menhir, je peux aussi... Magnifique. Je pourrais te le passer si tu veux. Et ben justement, c'est juste merveilleux. Voilà. Et on créera aussi un mail pour ce Pascal, comme ça vous pourrez lui écrire directement aussi via Radio Antasia. Donc j'ai beaucoup de mails à créer pour cette saison, je peux vous le dire. C'est juste que du bonheur. Alors, donc toujours dans ces rituels de fertilité, hein, vous avez ce qu'on appelle le couchage rituel. Il arrivait que des couples s'allongent près des menhirs, parfois même sur une dalle de dolmen pour favoriser la conception. Alors, on fait des offrandes de lait, de beurre ou de fleurs. Hein, donc, les femmes effectuaient des offrandes déposées au pied des pierres pour obtenir un enfant, pour attirer les forces de la nature et les esprits bienveillants. Voilà, par exemple, il y a un menhir qui est associé, qui est le menhir de Carloès, qui est dans le Finistère, qui est près du centre-Bretagne, hein, est un exemple célèbre, hein, associé à ces pratiques. Puis même s'il est un peu en dehors du centre-Bretagne, mais c'est un exemple. On verra aussi la découverte d'un roche chauffée, hein, qui est en Ille-et-Vilaine, où les jeunes couples y allaient pour s'assurer une union féconde. On en parlera tout à l'heure. Et vous avez aussi, bien sûr, les pierres guérisseuses. Hein. Certains menhirs ou dolmens étaient réputés pour leur vertu curative. Hein. Par exemple, toucher ou se frotter contre une pierre spécifique était censé guérir des maux comme les rhumatismes et la fièvre. Alors, ces pratiques ont persisté jusqu'à l'époque moderne dans certaines zones du centre-Bretagne, et elles persistent encore. Hein. Il y a encore des rites qui sont perpétués, justement, encore en centre-Bretagne. Alors, l'origine et la transmission des légendes, ces rites sont souvent nés de l'incompréhension des populations post-néolithiques face à ces monuments imposants. Mais les Celtes, puis les Bretons médiévaux ont projeté leurs croyances sur ces vestiges mêlant mythologie celtique, l'effet des Coréens, et le christianisme. Les traditions orales transmises jusqu'au XIXe siècle ont été collectées par des folkloristes comme Paul Sébillot, qui ont enrichi notre connaissance sur ces légendes. Alors il y a une survivance, voilà, j'en parlais tout à l'heure, il y a une survivance en Centre-Bretagne, notamment dans les landes et forêts comme celle de Brocéliande, qui regorge de légendes et des rites liés au menhir et au dolmen. Et ces pierres millénaires ne sont pas seulement des vestiges archéologiques, mais elles sont aussi les piliers d'un imaginaire riche et mystérieux. Vous avez effectivement les corrigans et les danses nocturnes. Les corrigans, ce sont ces petits êtres malicieux qui vont tourner autour des dolmens. Et il est dit que quiconque entre dans leur ronde sera entraîné sous terre pour un fest-noz éternel, ou alors jusqu'à un siècle passé. Les fêtes bâtisseuses aussi, selon une légende, les fées auraient construit certains dolmens en une nuit pour prouver leur puissance. Et donc d'ailleurs, certains menhirs seraient aussi des armes ou des outils de géants laissés là après des combats mythiques.
Alors, vous avez d'autres légendes qui racontent que les pierres ont été jetées du ciel, hein, et notamment pour séparer des frères qui se seraient battus pendant un combat. Les croyances contemporaines aussi. Aujourd'hui, il y a l'intérêt pour les menhirs et leur dimension spirituelle qui d'ailleurs connaît un renouveau, hein. Donc, ce sont des lieux d'énergie. De nombreuses personnes voient les menhirs comme des concentrateurs ou des émetteurs d'énergie tellurique ou cosmique. On s'y rend d'ailleurs pour se ressourcer, méditer ou chercher un équilibre énergétique. Une certaine connexion aussi ancestrale, hein. Donc, les druides contemporains et d'autres personnes sensibles à cette spiritualité de la nature, ce sont donc des lieux sacrés pour se connecter aux traditions anciennes, aux ancêtres et au cycle de la Terre. Et c'est aussi un symbole patrimonial, puisque au-delà des croyances religieuses, les menhirs sont devenus un symbole fort du patrimoine breton et qui inspire aussi un sentiment de respect pour le passé. Donc, pour terminer, c'est-à-dire que ces légendes liées aux menhirs et dolmens du Centre-Bretagne reflètent un mélange de croyances préhistoriques, celtiques et chrétiennes. Elles attribuent à ces monuments des pouvoirs surnaturels, des liens avec des êtres mythiques ou des vertus sacrées. Et il est essentiel de comprendre que ces croyances et pratiques ont évolué au fil des millénaires. Ce qui était un culte structuré vital pour les bâtisseurs du néolithique est devenu au fil des temps des légendes, du folklore, et aujourd'hui, pour certains, une forme de spiritualité ou un attrait pour le mystère et l'énergie des lieux. Donc, on s'aperçoit que les menhirs sont bien plus que de simples pierres dressées. Ils sont des témoins muets de la relation complexe et profonde que l'humanité a toujours entretenue, je dirais, avec le sacré, la nature, le cosmos, et ils continuent d'alimenter effectivement nos croyances, nos imaginaires et nos quêtes spirituelles. Donc, ce sont quand même des monuments importants. Alors, donc moi, pour terminer, je vais parler de certains monuments, certains mégalithes liés au Centre-Bretagne. Alors, c'est vrai qu'ils sont moins spectaculaires que certains monuments situés sur le littoral, hein, mais les mégalithes du Centre-Bretagne, du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine, du Finistère jusqu'à l'Ille-et-Vilaine sont assez importants. Et d'ailleurs, dans cette Bretagne intérieure se trouve un territoire appelé ce qu'on appelle les Landes de Lanvaux, qui en font, par leur variété architecturale, une région à grande valeur patrimoniale. Alors, le gigantisme est moins présent, mais les aspects architecturaux sont souvent atypiques et ils s'articulent parfois avec des éléments environnementaux. Une relation privilégiée avec le monde minéral est quand même bien visible, hein, dans cette partie-là. Alors, les Landes de Lanvaux, ça se situe où? Alors, les Landes de Lanvaux sont une longue bande de collines boisées et de landes qui traversent le centre du Morbihan d'ouest en est sur plus de 60 km. Alors, c'est un massif granitique qui s'étend donc de 90 km de long à 6 à 10 km de large, avec une altitude variant entre 60 et 165 mètres. Et donc, ce relief va favoriser justement des chaos rocheux souvent intégrés dans les constructions mégalithiques. Alors, il y a une particularité architecturale, puisque finalement, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de domaines qui combinent éléments naturels, les rochers et dalles dressées. Et finalement, ils sont assez nombreux dans cette partie-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Office du tourisme du Morbihan permet de mieux connaître cette partie-là, puisque d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris un peu, donc je me suis documenté dans les différents sites internet, justement de ces sites mégalithiques, et il y a de plus en plus d'engouement pour cette région. Alors, quand on regarde l'orientation aussi, c'est une orientation symbolique, puisqu'on s'aperçoit que les domaines à couloirs sont souvent orientés vers le sud-est, hein, mais peu sont alignés avec des axes du solstice ou des équinoxes. La proximité entre les espaces des vivants et des morts révèle vraiment une relation spirituelle forte entre les deux mondes. Et c'est aussi des lieux de passage, hein, entre les deux mondes, entre l'au-delà et puis celle des vivants. Alors, les récits
qu'on peut en faire montre effectivement que ils sont imbriqués dans cette culture bretonne entre la spiritualité, hein, et justement et la poésie même. Alors, la typologie des monuments qu'on peut retrouver donc justement dans le Centre-Bretagne, ce sont des dolmens à couloirs, sont des tombes collectives avec des chambres funéraires, parfois décorées, des allées couvertes, hein, ce sont des longues sépultures utilisées pendant des siècles, des cairns, des tumulus de pierre recouvrant les dolmens, et bien sûr les menhirs qui sont isolés, hein, qu'on retrouve un peu éparpillés en Centre-Bretagne. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a au moins une dizaine de lieux et on en découvre d'ailleurs encore aujourd'hui. Je vais pouvoir prendre 3 exemples donc de mégalithes. Vous avez par exemple, alors à Ploudrin, c'est une petite commune du Centre-Bretagne. Hein, c'est l'un des menhirs les plus remarquables des Landes de l'Envaux, hein, qu'on appelle d'ailleurs la quenouille de Gargantua. Hein, c'est une imposante pierre en granit qui se trouve dans un bois, niché dans un petit bois. Et le menhir s'élève à presque 6 mètres de haut, sur 1,50 m de large et 60 cm d'épaisseur. Et la légende dit qu'il est la quenouille de l'épouse du géant guerrier Gargantua. Ah, c'est marrant parce que quenouille, ça revient vraiment en sorcellerie. Hein. Oui, tout à fait. Hein, oui. C'est fou. Oui, c'est fou, c'est vrai, oui. Et d'ailleurs, à une centaine de mètres au sud, il y a d'autres aliments qui réservent 4 autres menhirs qui sont répartis sur 51 mètres. Donc, du coup, c'est aussi un point de repère pour d'autres champs de menhirs. Alors, il y a un autre, comment je vais dire, sorte de menhir, donc assez particulier. Ce sont les menhirs babouins et babouines, qui sont situés là aussi dans le centre Morbihan, qui sont d'ailleurs les plus énigmatiques. Ils se distinguent par leur sculpture anthropomorphe, rare dans le monde mégalithe. Alors, babouin et babouine, ça n'a rien à voir avec l'animal, parce qu'en fait, c'est surtout lié à une personne qui a désigné ces deux menhirs. C'est un certain Jean Babouin qui était récompensé par le duc Jean V en 1426 et qui aurait justement influencé la toponymie. Donc c'est effectivement deux petits menhirs d'environ 1,45 m et l'autre mesure 3,25 m. On pense d'ailleurs que c'était un seul bloc et donc ils ont été retaillés à l'âge de fer à l'époque celtique. Voilà. Donc voilà, c'est des petits mégalithes à aller voir. Voilà. Et vous avez d'autres menhirs insolites. Hein. Vous avez le menhir fourchu qui tient son nom de sa forme originale. Voilà, c'est des pierres qui sont quand même assez hautes puisqu'elles mesurent quand même 3 mètres de haut et 1,80 m de large. Donc vous voyez qu'effectivement, il fallait avoir une certaine force, une certaine technique pour dresser toutes ces pierres-là. Alors, je vais terminer par 2 exemples. Voilà. Alors, je vais prendre celui de Monteneuf, qui est en Centre-Bretagne, qui est l'alignement des pierres droites. Pourquoi c'est important? Parce que le site de Monteneuf, en bordure donc justement des Landes de l'Envaux, révèle une autre facette du mégalithisme breton et qui commence justement à prendre de l'ampleur vis-à-vis d'ailleurs de Carnac, puisqu'il y a plus de 400 menhirs qui ont été identifiés. Certains ont été relevés dans une zone rituelle, boisée, accessible au public. La première description du site est due à un chanoine en 1825 et la connaissance du site se limite alors à 3 menhirs donc, qui ont été découverts avec la sécheresse de 1976. Et de 89 à 96, Yannick Le Cerf, donc l'archéologue, il mène une campagne de fouilles. Et donc, depuis 2014, des projections archéologiques ont lieu chaque année. Donc, le site est quand même inscrit au monument historique en 1997. Et en 2013, le site a été intégré à la réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf. Alors, tous les blocs sont en schiste, pourpre, d'origine locale. Les pierres sont de diverses formes, quadrangulaires, fusiformes ou complètement informes. Aucune pierre ne comporte de signes gravés. Les carrières d'extraction des blocs ont été trouvées en périphérie du site. Donc, et du coup, leur étude a permis de comprendre le mode d'extraction des blocs. Et le site a fait aussi l'objet d'une destruction volontaire. Par exemple, l'église de Lambille a fait renverser ses menhirs, jugés trop païens, échappant à toute origine biblique.
Alors d'ailleurs, il y a des traces visibles sur certains fragments qui indiquent l'utilisation d'outils métalliques. Et le caractère généralisé et simultané des destructions implique le recours à une main-d'œuvre importante et traduit une intention délibérée de destruction complexe. Et d'ailleurs, ce n'est que dans les années 80 que les archéologues ont remis les pierres debout. Et d'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'un agriculteur qui voulait dégager son terrain de lande a découvert d'autres blocs de pierre, et donc du coup, ça a effectivement agrandi le site. Alors, il y a un centre d'interprétation qui propose des reconstitutions, des expériences de levage, de menhir, des ateliers sur les savoir-faire néolithiques, des visites guidées, dont le titre est Quand les pierres parlent. Donc, vous voyez que les pierres donnent des éléments aussi historiques. Elles parlent aussi parce qu'elles évoquent aussi les anciens habitants, les anciennes communautés qui vivaient. Donc c'est important de voir qu'effectivement, il y avait aussi d'autres personnes avant nous qui étaient là, qui avaient une autre spiritualité. Et ça, c'est important. Et puis ça, c'est pour toi, Alina, c'est les animations comme la nuit de la chouette. Donc, en Bretagne ? Oui, tout à fait, sur le site. Oui. Pour justement distinguer les chouettes des hiboux. Donc des nuits. Là, en ce moment, il y en a au mois d'octobre, si les gens sont intéressés. Vous pouvez aller sur le site et justement, il y a justement des animations la nuit. Alors, c'est le site de Menhir de Monteneuf ? Oui, Monteneuf, oui. Alors, je vais le partager sur le chat. C'est l'aliment des pierres droites. Voilà, et du coup, tu as des animations liées à ce champ de menhir. D'accord, waouh, c'est extraordinaire. Voilà, ah oui, la nuit de la chouette. Mais oui. Oui, tu veux. Magnifique, le 11 octobre. Oh là là, je sens que, je sais pas, il y a quelque chose qui va se faire là. En plus, c'est juste avant mon anniversaire. Ah, alors là. On continue. Alors, je vais parler aussi d'un autre aliment de pierre. C'est le plus grand d'ailleurs d'Europe, c'est la Roche-aux-Fées. Donc, la Roche-aux-Fées est un site mégalithique qui est situé là encore en centre-Bretagne, plutôt dans le département d'Ille-et-Vilaine. Et ce monument mystérieux date du néolithique, il y a environ 5000 ans. Donc il a été construit bien avant les pyramides d'Égypte. Et d'ailleurs, il continue d'étonner les archéologues par sa taille, sa précision et les légendes qui l'entourent. Alors, donc c'est un énorme dolmen, une allée couverte. Alors c'est une tombe collective en pierre. Les dimensions, il mesure en 20 mètres de long, 6 mètres de large et presque 4 mètres de haut. Alors, il est composé aussi de 42 dalles de schiste pourpre. Donc, vous voyez qu'à l'aspect granitique, c'est plutôt Carnac, voilà, donc c'est la côte. Et puis, à l'intérieur de la Bretagne, il y a aussi du granit, mais surtout une autre roche qu'on appelle le schiste, qui va aussi être utilisée pour faire des menhirs. On voit souvent les menhirs en pierre de granit, mais donc beaucoup de menhirs aussi sont en pierre de schiste. Et d'ailleurs, le site de Monteneuf est assez original puisque ce sont des menhirs en pierre de schiste qui concurrencent un peu, enfin, entre guillemets, qui concurrencent un peu Carnac, qui lui est plutôt en pierre granitique. L'orientation, le couloir est quand même orienté de façon précise vers le lever du soleil lors du solstice d'hiver, et ce qui montre quand même une connaissance des astres par les bâtisseurs. Vous voyez qu'il y avait aussi toute une science qui effectivement était liée à la cosmologie et à l'astrologie aussi. Le site a été construit vers 3000 ans, donc du coup il a été restauré. Et du coup, on ignore toujours comment ces pierres-là ont été transportées, assemblées sans machine ni roue. Donc voilà, encore, c'est vraiment un endroit mystérieux par rapport à cette allée couverte. Alors les légendes, puisqu'on a du mal à découvrir un peu cette technique-là, selon la tradition locale, ce serait les fées auraient construit la Roche-aux-Fées en une seule nuit, transportant les énormes blocs de pierre dans leur tablier ou à main nue depuis les forêts ou les carrières voisines, d'où le nom de mégalithe de la Roche-aux-Fées. Et on dit que ces fées étaient si puissantes qu'elles pouvaient voler et soulever les pierres les plus lourdes sans effort. Elles auraient bâti ce monument pour protéger un secret ou pour honorer un ancien roi. Et le matin au lever du soleil, les fées disparurent, laissant derrière elles ce géant de pierre. Il y a aussi la légende des amoureux. C'est une légende locale qui veut que la Roche-aux-Fées est un test pour les couples. Alors, un couple d'amoureux
doivent compter ensemble des pierres du monument, chacun de son côté. S'ils trouvent le même nombre de pierres, leur amour est vrai et durera pour toujours. Mais s'ils n'obtiennent pas le même chiffre, cela signifie qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Alors, c'est un peu méchant, puisque les pierres sont disposées de façon à rendre le comptage difficile, et ce qui renforce d'ailleurs le côté mystérieux de cette légende. Alors, il y a d'autres croyances autour de cette allée couverte. Certains anciens disaient que le monument est un portail vers un autre monde, accessible uniquement certains soirs d'hiver. D'autres aussi affirment que si l'on dormait dans ce couloir pendant la nuit, on se réveillait des siècles plus tard. Alors, on s'aperçoit aussi que cette allée est orientée vers justement le solstice d'hiver. Alors, bien que ce ne soit pas une légende à proprement parler, beaucoup de croyances entourent l'alignement du monument avec le lever du soleil du solstice d'hiver. Les anciens pensent que le soleil pénètre dans le monde des morts ce jour-là en traversant le couloir de pierre. On disait que ce monument était magique, que les esprits des ancêtres revenaient visiter les vivants, et certains croyaient que faire un vœu en ce moment précis porterait bonheur pour l'année à venir. Alors, c'est un patrimoine protégé, valorisé, hein. Donc la Roche-Chauffée est classée monument historique. Alors, pour les gens qui sont intéressés, le site est librement accessible toute l'année, hein. Donc, il y a une maison d'accueil qui propose des expositions, des maquettes, des animations. Il y a une médiation culturelle, il y a des applications interactives, des visites guidées, des ateliers scolaires qui permettent de mieux comprendre la préhistoire. Et chaque année, des visiteurs viennent observer d'ailleurs le lever du soleil au solstice d'hiver qui éclaire le couloir du monument. Donc ça, c'est aussi, si vous pouvez le faire, c'est aussi à faire, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on voit le soleil qui arrive entre les pierres et c'est magique. Donc la Roche-Chauffée est bien plus qu'un tas de pierres, c'est aussi un témoignage unique de la préhistoire, un chef-d'œuvre d'ingéniosité humaine et un lieu chargé de légendes. Et d'ailleurs, en étudiant ce site, on en apprend beaucoup sur nos ancêtres, leur rapport à la mort, et à la nature et au cosmos. Ce monument est aujourd'hui vraiment un lieu vivant entre science, culture et imaginaire, et il mérite d'être connu et protégé. Voilà. Mais j'adhère totalement. Oui. La Roche-Chauffée, c'est un des lieux les plus beaux, je trouve, qui soit de Brocéliande, du coin de Brocéliande. Et franchement, quand on se retrouve là devant, j'ai regardé un 41 blocs. Oui. Tu te rends compte, c'est énorme, quoi. C'est énorme, oui. Et on ne sait toujours pas comment ils ont pu faire ça. Ouais. On a beau faire des recherches et tout, et c'est pour ça que finalement, il y a des mythes et les légendes se sont greffés, intégrés effectivement dans ce monument. Parce que, j'ai montré les images sur le chat, mais c'est vrai que taper la Roche-Chauffée, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. C'est vrai qu'on a l'impression de rentrer dans une sorte de tunnel, en fait. Oui. Tu vois, c'est marrant. Ouais. Et surtout pour les jours de solstice, pour le solstice, je ne sais pas si certains enchanteurs l'ont fait, mais c'est assez impressionnant ici. Moi, je l'ai fait une fois et c'était impressionnant. Ah ouais, non, je ne l'ai pas fait. Ouais. Ça à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Oui. T'écoutes, hein. On redécouvre la Bretagne sous ton regard, c'est très beau. Merci. Vraiment. Et je vois les enchanteurs sont fascinés, sont passionnés, ils s'arrêtent pas de papoter sur le chat, c'est juste beau. Ah là là. Non, c'est passionnant. Dans tous les cas, tu vas revenir avec nous, bien sûr, chaque premier dimanche pour nous parler de l'actualité Bretagne. Mais c'est vrai que des petites légendes comme ça, des histoires, ça peut être très sympa à rajouter aussi. Et je suis même en train de réfléchir pour mois de décembre, si on ferait pas un spécial Murmure du Chaudron, un samedi soir, autour de toutes les légendes, un petit peu autour, tu vois, de tout ce que tu viens de nous faire, mais en émission, quoi. Ce serait trop merveilleux. Oui, tout à fait. Partager un peu toutes les légendes, les mythes, et puis, et puis en même temps, une autre spiritualité. Hein. Voilà, quand je dis qu'il y a des gens qui croient, effectivement, c'est une spiritualité importante. Oui. Beaucoup de druidisme en Bretagne. Oui. Chamanisme aussi. Oui. Animisme. Christianisme. Oui. Pas loin de ça. Oui, mais tout ce qui est lié effectivement aux éléments naturels, tout à fait. Oui. Donc c'est ce qui est beau, je trouve, en Bretagne. Ça pullule de tout ça. En tout cas, merci beaucoup, mon très cher Pascal. Tu avais terminé ou pas? Parce que je t'ai coupé.
Non, voilà, c'était pour. J'espère que nos enchanteurs ont été ravis de mon petit exposé. Ça a l'air. Hein. Mimi, bois tes paroles. Elle l'a écrit. Je bois les paroles de l'intervenant. Voilà. Tu pourras lire les messages, tu verras pas mal de partages. Et moi, je me suis permise aussi de rajouter des petits partages, vous verrez sur le chat, allez-y, pour qu'effectivement on puisse voir aussi visuellement de quoi tu parlais. Donc j'ai transmis aussi les liens, notamment de ton plan, il y avait quelques liens magnifiques, donc je les ai mis en avant sur le chat. D'accord. Puis ils seront bien sûr en replay sur notre vidéo, un replay à partir de demain à 13h sur notre chaîne YouTube. Si vous avez raté l'émission, là, elle sera en rediffusion cet après-midi sur Radio Antasia de 18h à 19h. Donc, on a de quoi faire. Je te remercie grandement, Pascal, pour cette magnifique exposé. Merci à toi. Merci à toi aussi, Alina. Merci. Et à très très vite, premier dimanche du mois d'octobre. Oui, et puis je t'envoie les... Oui, les plans et tout et tout. Les plans et tout, oui, voilà. Magnifique. Très bien. Merci. On vous fait plein de gros bisous les enchanteurs, j'espère que cette émission vous aura plu. Comme on vous l'a dit, chaque dimanche est différent, il y a des ambiances un petit peu diverses et variées entre actualité, découverte. La semaine d'avant, on était avec Thor qui nous a ouvert aussi les portes sur plein de choses. Si vous ratez nos émissions, elles sont en replay vidéo, en intégrale sur notre chaîne YouTube Antasia TV, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Antasia TV. D'ailleurs, on fait plein de gros bisous aux enchanteurs qui écouteront ce replay sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à cliquer sur abonner, donc c'est magnifique. On vous remercie toutes et tous pour tout. Et puis si vous voulez les plans, les choses comme ça de nos chroniqueurs et de la chouette équipe, eh bien un petit don sur notre compte Tipeee et vous avez accès à l'intégralité de nos audios. Et ça, c'est juste magique. Bon dimanche à toi, mon très cher Pascal, et joyeux équinoxe. Merci. Et c'est parti pour le générique. Bonne journée à tous.